Et on va s'intéresser maintenant sur le front financier à ce coup de tonnerre, ce recul des Allemands, premiers contributeurs de l'aide à l'Ukraine en Europe. La fête est finie, le pot est vide, dit même une source gouvernementale allemande. Et vous allez le voir, ça paraît très clair en regardant ces chiffres. Les arbitrages budgétaires ont été très difficiles et Berlin a prévu de passer de 8 milliards en 2024 à 4 milliards en 2025. Donc 2 fois moins, et ça va continuer ainsi de suite, 3 milliards d'euros seulement en 2026. Voilà qui est un véritable coup de tonnerre, parce qu'on se souvient qu'en janvier dernier, Olaf Scholz, le chancelier allemand, disait on va continuer à vous soutenir, on va apporter vraiment un gros effort pour vous. On va écouter comment explique le porte-parole. Alors, autant pour moi, on va regarder ce que dit le porte-parole du gouvernement allemand, qui dit l'Allemagne reste engagée, pleinement engagée, le soutien à l'Ukraine sera poursuivi aussi longtemps que nécessaire et personne, surtout pas le président russe, n'a de raison d'espérer que nous relâchions l'effort. Voilà, on essaye de dire finalement ne vous inquiétez pas, on ne vous abandonne pas. On va en parler avec Jacob Ross. Vous êtes en direct avec nous sur LCI. Merci à vous, chercheur à l'Institut allemand de politique étrangère. Comment expliquer ce qui ressemble quand même à un revirement ? Alors, tout d'abord, il faut peut-être rappeler qu'il ne s'agit pour l'instant pas d'un revirement, puisque les fonds qui ont déjà été accordés à l'Ukraine pour l'année courante de 2024 vont être maintenus. Cela a été clarifié très vite par le gouvernement. Les 7,5 milliards d'euros, les matériels militaires qui ont été promis au gouvernement ukrainien vont être livrés. Mais il est vrai que le budget allemand, lui aussi, rentre en pression. L'Allemagne, l'économie allemande est en train de rentrer dans une phase de régression. Et donc, le gouvernement doit chercher à faire des économies, 3 milliards pour l'année courante. Et cette nouvelle sur les aides à l'Ukraine, actuellement, montre surtout les conflits qui existent au sein de cette coalition de gouvernement, avec des partenaires très différents, avec des positions très différentes, avec des libéraux qui tiennent le ministère des Finances, qui cherchent à faire des économies, des Verts qui tiennent surtout à soutenir l'Ukraine, et comme vous l'avez montré, pas seulement dans cette année courante de 2024, mais au-delà de là, jusqu'à ce que ça soit fini, que cette guerre soit terminée et que l'Ukraine est vaincue contre la Russie, et les sociaux-démocrates avec le chancelier allemand qui se trouve en quelque sorte entre ces deux positions et qui essaye à négocier une paix de coalition. Et tout cela, on peut y revenir peut-être dans un contexte d'élections régionales et donc d'enjeux politiques très importants qui attendront toute la politique allemande à partir de septembre. Et la population allemande, qu'en pense-t-elle de cette diminution drastique ? Est-ce que c'est ce qu'elle réclamait finalement ? Alors, la population allemande dans son ensemble continue à soutenir le soutien aux Ukrainiens, le soutien financier, le soutien en armement. C'est une large majorité qui s'exprime ainsi depuis des années maintenant, depuis 2 ans et plus. Mais c'est vrai que dans une partie importante du pays, et notamment à l'Est, où se tiendront donc ces élections que je mentionnais à l'instant, dans les États régionaux ou fédéraux de Thuringe, de la Saxe et du Brandebourg, donc l'ancienne RDA, il y a des parties très importantes de la population et donc des électeurs qui sont très critiques du soutien à l'Ukraine, qui réclament plus de négociations de paix, moins de livraison d'armes. Et donc, dans un contexte électoral, les élections vont se tenir dans ces 3 États en septembre. Ça se comprend que la politique essaye de prendre en compte ces critiques et ces voix-là. Merci beaucoup Jacob Ross pour votre intervention, chercheur à l'Institut allemand de politique étrangère. Merci d'avoir décrypté pour nous cette annonce du gouvernement allemand qui va donc diminuer, même si c'est pas effectivement pour l'année 2024, mais à partir de 2025, sensiblement son aide à l'Ukraine. Catherine Gentil, est-ce que ça veut dire que malgré tout, l'Allemagne n'est pas en train de lâcher l'Ukraine, parce que sans ses moyens financiers, on sait que Vladimir Zelensky passe son temps à réclamer plus de moyens. Là, on a le sentiment qu'il y a une forme d'abandon quand même. C'est l'inverse qui se passe. Et surtout que c'est quand même très sensible, hein. C'est moitié moins. Donc après, les Allemands... en fait, les Allemands, ils font un pari, mais qui est risqué, parce que...
Après, on peut présenter les choses comme on veut, c'est quand même une réduction spectaculaire. Mais ce qu'espèrent les Allemands, c'est que ce dont on parle depuis un moment, qui est d'utiliser les intérêts des avoirs russes gelés dans les banques occidentales, qui représentent des millions et des millions et des millions d'euros, puisse être utilisés pour remplacer cet argent qui ne viendra plus de l'Allemagne. Et sauf que ça va prendre un temps monstrueux pour récupérer sauf que ça fait des mois qu'on parle de cette idée qui paraît simplissime, mais qui ne l'est pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que en fait, vous risquez de perdre un certain nombre de clients dans les banques occidentales, notamment par exemple les États du Golfe. C'est-à-dire que si maintenant on considère qu'on peut geler vos avoirs en fonction de critères tels que les droits de l'homme, tels que le fait d'agresser son voisin, de maltraiter la population civile, etc. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'États ou de personnalités particulièrement riches qui n'ont pas du tout envie d'être jugés sur ces critères-là et qui, à ce moment-là, pourraient sortir leur argent et le mettre aux États-Unis ou dans des régions qui n'ont pas ce genre d'état d'âme. J'utilise état d'âme entre guillemets. Donc ça fait très longtemps qu'on en parle. Sur le principe, en principe, c'était acquis, en effet, qu'on pouvait utiliser, non pas les avoirs gelés, mais les comment dit-on ? Les dividendes, les intérêts qui se dégagent de ces avoirs. Donc, sur le principe, c'est acquis, mais d'un point de vue juridique, ça n'est toujours pas mis en œuvre. Donc, les Allemands font ce pari-là, mais encore faut-il que ça puisse fonctionner, et puis surtout que ça ne donne pas éventuellement d'idées à d'autres pays qui pourraient aussi se retrancher derrière cette fameuse idée qui n'est toujours pas entrée en vigueur, et que tout le monde décide de diviser par deux ce qui est offert, ou en tout cas pour le moment dans le soutien à l'Ukraine. Oui, d'autant qu'il y a un contexte économique qui n'est pas favorable en Europe de manière générale, je pense à la France aussi. Est-ce que, comme le dit Catherine, est-ce que ça ne pourrait pas faire un effet boule de neige avec une diminution drastique des pays qui en effet, le ministre de la Défense, M. Pistorius, a perdu son arbitrage contre M. Liner, le ministre des Finances. Cela dit, ce n'est peut-être pas... il l'a perdu pour le moment. Au niveau gouvernemental, l'arbitrage lui est défavorable. Mais il y a en effet les Verts qui ne sont pas contents de ce résultat. Et il y aura des discussions au Bundestag. Parce que le budget, c'est la proposition de budget du gouvernement. Mais le budget, il va être adopté par le Parlement. Donc il se peut qu'après les élections dans les Länder de l'Est, qu'on a cité tout à l'heure, Thuringe, Brandebourg, etc., il soit possible de revenir là-dessus. On ne le sait pas. Mais de toute façon, le chancelier allemand n'est pas tout à fait mécontent de mettre la pression sur l'autre pays européen en disant, après tout, nous sommes le deuxième pays donateur dans le monde après les États-Unis. La France fait beaucoup de bruit, mais donne beaucoup moins. Oui, la France parle beaucoup, c'est ce qu'on lui reproche de beaucoup parler, c'est ce qu'il a dit. Moins âgé. Donc effectivement, et puis sans parler des autres pays européens. Donc il y a effectivement un jeu un petit peu compliqué, et le chancelier considère que dans l'immédiat, en effet, c'est la voie de la rigueur qui s'impose, et peut-être qu'il faut avoir des discussions entre les différents donateurs pour rééquilibrer les efforts. Quant au recours aux fonds souverains russes qui ont été gelés, c'est à peu près 300 milliards qui ont été gelés dans les pays occidentaux. Je ne sais pas combien ça rapporte exactement, mais finalement quelques milliards au bout du compte, parce que ça pourrait compenser pour ça dépend des taux d'intérêt. Et effectivement, ça pose des problèmes juridiques considérables, sans parler des problèmes politiques. Les Anglais sont pas du tout prêts à ce que la City participe à ce genre d'exercice, parce qu'effectivement, les pays du Golfe ne viendront plus déposer leur argent à la City. Nathalie, pour moi, cette annonce, c'était pas du tout une surprise, parce que juste la veille est apparu un cadavre qui a fait surface sur la mer. C'était l'histoire de Nord Stream. Parce que tout d'un coup, l'Allemagne, via la presse, et pas que la presse allemande, a accusé directement l'Ukraine et la Pologne d'avoir explosé ce Nord Stream, ce qui a ruiné en fait l'économie allemande actuellement. Et le deuxième coup, c'était Souja.
qui était une espèce de deuxième voie de l'arrivée du gaz sur le territoire européen, parce que celui qui prend le plus de ce gaz, c'est l'Autriche, et l'Autriche, elle n'a pas besoin d'autant. Donc après, il distribue. Donc au fait, je trouve que diplomatiquement, les relations entre l'Allemagne et l'Ukraine sont au pire. Cette accusation d'Allemagne quasiment d'un acte terroriste, c'est quasiment ça, ça revient à ça. Ça arrive la veille de l'annonce qu'on réduit l'aide à l'Ukraine. C'est pas pour rien. Parce que je pense que ce qui s'est passé à Koursk était une grosse surprise, surtout pour les Allemands. Oui. Eux, ils sont tombés du haut, parce que c'était quasiment, ils n'auront plus rien du tout. Gallagher, un dernier mot peut-être pour conclure ? Non, c'est une annonce qui est quand même considérable pour l'Ukraine, parce qu'il faut rappeler que par l'Institut Kiel, qui totalise les aides, c'est le deuxième donateur, après Jacob, à l'instant de son intervention, a quand même rappelé qu'il y a un contexte électoral qui est très particulier, donc il y a des tensions, vous savez, au sein de cette grosse coalition avec des libéraux, des sociodémocrates et des Verts. Donc il y a ça qui est en jeu, donc la situation peut évoluer, les choses ne sont pas totalement arrêtées. Une autre chose, c'est que quand on parle des Allemands, et parfois nous Français on a tendance à l'oublier, on n'est pas chez la cigale, on est chez la fourmi, et en l'occurrence la question de la dette, elle est réglée de manière constitutionnelle outre-Rhin. Donc il y a cette chose-là qui est en jeu. La seule chose qu'il faudrait rappeler à Olaf Scholz, c'est que l'austérité fiscale, la responsabilité fiscale, c'est très bien, mais une défaite ukrainienne aurait des conséquences financières et donc un impact fiscal bien plus considérable que des économies de quelques milliards pour bien rentrer dans les clous en 2025.